Eh bien, le bonjour à vous toutes et tous, chers aventuriers. On fait aujourd'hui la dernière vidéo pour la découverte des règles et on va s'intéresser à nos héros, justement, classe après classe en démarrant par le magicien. Alors le magicien, voilà son visuel. Ah oui, alors voilà son visuel, c'est bien beau. Voilà son visuel, donc il est bah, c'est toujours, comme je l'appelle, la tranche de pastèque. Choix assez particulier, je ne suis pas super fan. Alors, autant le dessin, je suis pas fan, mais franchement, c'est lié aux couleurs, hein, j'adhère pas du tout. Autant la figurine en elle-même, je la trouve bien. C'est très bizarre, mais je la trouve bien parce que je me projette sur une autre peinture. Je vais pas faire comme ça. Je suis très basique dans l'univers médiéval fantastique. On verra. Pour l'instant, il n'est pas peint. Il va venir là. Classe de héros magicien. Alors avant tout, petit paragraphe qui nous détaille ça. Chaque classe est accompagnée de ses propres éléments de jeu qui contribuent à la rendre unique. Et ce qui est vraiment plaisant dans Massive Darkness. Chaque classe dispose de 13 cartes de compétences. Alors on va les choper tout de suite. Magicien. Est-ce que si j'enlève cela, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un 13. Donc oui, on a 13 cartes de compétences et 2 cartes que nous verrons probablement. Lors de la mise en place, prenez toutes les cartes compétences relatives à la classe de votre héros, placez-les à côté de votre tableau de bord. Le magicien. Formidable lanceur de sorts, les magiciens peuvent canaliser le flux magique pour châtier leurs ennemis par la glace et le feu. D'accord. Esprit de feu niveau 1, esprit de givre niveau 1. Esprit de feu niveau 2, esprit de givre niveau 2. Ah, mais ce sont des familiers, ça alors? Ah ben ça alors, 3 points de vie, 3 points de vie sous la forme niveau 1, 5 points de vie les deux sous la forme niveau 2. Tac. Donc, ils peuvent châtier leurs ennemis par la glace et le feu, améliorer leur propre défense, voire altérer les lois du temps et de l'espace à leur avantage. Pour lancer ses sorts, le magicien a recours à une amulette de sort. Elle est divisée en 4 cadrans, chacun représentant un sort de base différent. Les cartes compétences du magicien sont des sorts qui sont placés sur l'amulette et qui améliorent les sorts existants lorsqu'il augmente de niveau. Brop, on va faire une pause, un petit retour arrière. L'amulette de magicien, c'est ce grand plateau-là. Amulette de sort de magicien. Alors là, on voit que ça prend une belle grande place sur l'espace du joueur quand même, hein, c'est pas rien. Avant ça, on va regarder sa fiche. Derrière, on a le visuel. Sa fiche, on nous dit quoi? Alors déjà, il a 6 points de mana, qui en fait le héros avec le plus de points de mana, dans la boîte de base en tout cas. Seulement 4 points de vie par contre. Au prix d'une action, donc il sacrifie une action pendant son tour, ça lui permet de gagner 3 points de mana. Et lorsqu'il est dans les ombres et qu'on tombe sur la face ombre avec le dé des ombres, ça lui permet d'utiliser gratuitement n'importe quel sort d'attaque sur l'amulette. Ne tournez pas le marqueur. Pourquoi est-ce qu'on ne tournerait pas le marqueur? Si on la regarde, cette amulette, ça nous dit quoi? Après un sort ou un de mana ou une consommation de mana, je suppose, on pivote. Pivote, on pivote, on pivote. Alors ça, c'est un sort de base, certainement.
Attaque, il dépense 1 de mana, il rajoute plus une touche. Sachant que son équipement de base, on va quand même le voir. Tiens, ça, on va le mettre là pour l'instant. Si on prend les cartes équipement de départ, armure de cuir usé. Alors tout le monde a une armure de cuir usé, donc je l'ai laissé sur le plateau. Potion de mana, il a le droit d'en avoir une, c'est ce qui va être le plus logique pour lui, pour après consommation regagner 2. Et j'ai en tête que un consommable comme ça, on le fait n'importe quand. L'armure c'est fait, et alors après, ça a l'air d'être pour lui ça. Attaque, ouais, ah, quoique, baguette de cendre. Pas sûr. Ah, va y avoir encore des pauses régulières, j'ai les quintes de tout qui reprennent. Bon, peu importe. La lance tribale, ce serait plus pour Guetta. Ah, il y a le bâton aussi. Plus 1 mana en attaque. Bah, j'en sais rien, je vais lui donner le bâton. À revoir après, hein. Donc il a son arme bâton plus sa potion de mana. Ok, ça, on est bon. Qu'est-ce qu'il manquerait sur son tableau de bord à lui? Bah non, c'est bon. Les cartes, les esprits, pour peu qu'on puisse les utiliser tout de suite. Ah si, il faut que je choisisse une compétence de niveau 1. Qu'est-ce que tu vas nous faire, mon pépère? Magie noire, armure de givre ou voix du feu? Alors ça coûte 2 mana en attaque, ça donne plus 2 touches, le défenseur subit un dégât de feu. Je prends. Les autres sont certainement très bien aussi, mais pour l'exemple, là, je vais en rester avec la voix du feu. Et j'en reviens à son amulette. Donc il a recours à l'amulette. Elle est divisée en 4 cadrans, ok. Ah oui, pardon. Chacun représentant un sort de base différent, plus une touche. 3 soins. Ça, je ne sais plus à quoi ça correspond. Ah oui, on a le droit à une relance. On dépense une magie en combat. On a le droit à une relance. On dépense un de mana et on fait un déplacement de 1. Ok. Après un sort ou une consommation de mana, on pivote. Ça doit être ça le principe. Et par contre, les cartes compétences du magicien vont venir améliorer les sorts existants lorsqu'il augmente de niveau. Mise en place, prenez l'amulette de sort, placez-la à côté de votre tableau. Assurez-vous que le marqueur soit bien attaché. Ouais. Orientez le marqueur de façon à ce qu'il pointe vers l'un des 4 cadrans au choix du magicien. Ah, au démarrage d'un scénario, je suppose qu'on l'idéal c'est de faire en attaque. Les soins, quoique si tu joues en dernier et que ses petits copains se prennent déjà des dégâts, ça peut avoir un intérêt de démarrer par le soin. Peu importe, on va le mettre sur dégâts. Choisissez une carte compétence de magicien de niveau 1. Oh, et placez-la dans l'un des cadrans de l'amulette, remplaçant ainsi un sort de base. Ah oui, ça remplace. Eh ben, autant le mettre là en attaque. Donc ça vient comme ceci. Et maintenant, au lieu de dépenser 1 de mana, il dépense 2. Au lieu de faire plus une touche, il en fait 2. Et en plus, le défenseur subit un dégât de feu. On va être comme ça. Utilisation. Les sorts ne peuvent pas être lancés rapidement les uns à la suite des autres sans une importante dépense de mana. Le magicien ne peut lancer que le sort pointé par le marqueur de l'amulette.
Dès que le sort est lancé, on tourne le marqueur dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il pointe le sort suivant. À tout moment, le magicien peut forcer le marqueur à tourner en dépensant 1 de mana pour chaque rotation de cadran. D'accord, mon premier tour, je m'active, je pète, je fais péter un sort d'attaque, je pivote. Second tour, j'ai pas besoin de soigner les petits camarades ou je joue solo. Je dépense 1 de mana pour faire pivoter de 1 et venir sur ce sort-là, combat. Je pourrais même dépenser 2 de mana pour venir sur ce sort-là. D'où l'intérêt qu'il ait sa capacité là pour une action de regagner 3 mana. Ah ouais, ça va faire yo-yo intensément. Alors, dès que le sort est lancé, on tourne le marqueur, d'accord. Ensuite, toutes les cartes compétences du magicien sont des améliorations de ses 4 sorts de base. Chaque fois qu'il gagne une nouvelle compétence, placez la carte dans un cadran, remplaçant ainsi tout sort qui s'y trouve. Ok. Et concernant les sorts d'attaque, les sorts qui sont déclenchés lors d'une attaque sont appelés sorts d'attaque. Afin de bénéficier des avantages d'un sort d'attaque, le magicien doit être équipé d'une arme dotée d'une attaque magique avec le symbole comme ceci de la baguette. Donc là, on est bon. Ça veut dire qu'en attaque, alors déjà, le bâton, ça lui prend 2 mains. Attaque, il gagne +1 en mana et il jette un dé jaune. De base, plus le dé d'ombre s'il est dans les ombres. Et en plus, ça s'arrêterait là, sauf conditions particulières. Eh bien, ok. Ah, je voyais ça beaucoup plus usine à gaz, en fait, dans son utilisation, mais pas du tout. Alors, la seule chose, c'est que je ne sais pas, esprit du feu, est-ce que ce serait pas lié à une de ses compétences? Infliger 5 blessures. Placer un marqueur sur n'importe quel héros. Gagner de l'attaque. Compétence active, ouais. Ah la vache, ça coûte 5 ça? C'est un niveau. Ah oui, niveau 4. Bon, ok, on choisit des héros. On place une mana, sort d'attaque, subir des blessures. Choisissez n'importe quel héros. Tant que c'est actif. Ah, bon, bah ça veut dire que j'ai passé toutes les compétences et il n'y en a aucune qui me dise d'utiliser des esprits de feu. Ou l'esprit de givre. Bon, bah ça, ce sera à voir, à rechecker quand je vais créer le mémo, à moins que de l'autre côté, on ait plus d'explications. Ici, non, c'est pour l'amulette. Et après, on va passer au papaladin. Donc, étape 1, au début du tour de Matrin, le marqueur prêt pointe vers la voie de feu A. Il utilise sa première action pour effectuer une attaque sur une bande de morts-vivants, dépense 2 de mana pour déclencher l'attaque qui ajoute plus 2 touches au résultat des dés et il place le jeton feu sur la cible. Matrin doit ensuite tourner le marqueur prêt vers le cadran suivant dans le sens horaire. Et maintenant, ça pointe sur magie noire B. Étape 3 après l'attaque, Matrin lance le sort magie noire 1 sur lui-même. Il subit 2 blessures et dépense 1 mana pour infliger 3 blessures à un autre ennemi. Il ne s'agit pas d'une action.
Il fait de nouveau tourner le marqueur vers le cadran suivant en C. Matrin souhaite attaquer une nouvelle fois la bande de morts-vivants. Avant d'effectuer son action, il dépense 2 points de pouvoir pour faire tourner le marqueur près de 2 cadrans de plus. Ah oui, d'accord, il s'était arrêté là, mais il ne veut pas utiliser ce sort-là. Donc, clac, clac. Il dépense 2 de mana pour retrouver ce sort actif-là. Et sa deuxième action, il utilise 2 de mana pour déclencher Voile de Feu pour cette attaque. Ah, mais c'est ultra puissant! L'un d'entre vous m'avait bien dit que oui, le magicien était assez bourrin, en fait. Moi, je pensais qu'il allait être limité à un sort par activation, mais alors pas du tout. Tant qu'il a de la mana, paf, 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 il peut jongler sur son cadran, sur son amulette, et balancer du sort à tour de bras. Bah, c'est pas mal ça. Une petite chose. Si je regarde dans le matériel, le descriptif, les 2 petites cartes là, ce sont les cartes références des esprits x2. Ah, mais si ça se trouve, c'est pas pour lui ça. Ah, mais oui, si ça se trouve, c'est pour la chamane. Parce que rôdeur, roublard, paladin, berserker, j'imagine pas. Et ben voilà. Donc là, on a tout le matos pour lui. Donc, en capacité, enfin en compétence, il n'aura aucune carte au-dessus de son tableau. Tout va être placé sur son amulette. Bien, ça s'éclaire un peu plus, c'est cool. On va passer maintenant, après magicien, on a dit au paladin. Alors, je remballe ceci. Ça revient là. Pour une mise en place du paladin, bien évidemment, il ne va pas avoir ni la mana, ni un bâton. Pas plus que l'amulette. L'armure de cuir usée, oui. La figurine paladin, donc c'est celle-ci. Très sobre. Hein. Je vais peut-être changer la couleur de son bas de tunique là. J'ai essayé de me calquer sur le visuel qu'on avait sur sa fiche de Sir Ronan. Mais sur la figurine, ça donne pas terrible. Plus clair. Je verrai. Donc je vous présente mon Sir Ronan. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? 4 en mana. 6 points de vie. Oh, en attaque, il ignore les réponses des ennemis avec leur dés noirs. Donc il ignore le symbole griffe. Et lorsqu'il est dans les ombres, chaque héros situé dans une zone consacrée effectue une récupération gratuite après ce combat. Ah oui, alors récupération, c'était une action. C'est une action qui permet de, je vais revoir ça tout de suite, résoudre l'attaque, non. Pas ennemi, héros, récupération. Donc ça, c'est une déclinaison que l'on trouve dans les déplacements. Interagir. Générer, ouvrir une porte. Ah non, pardon, je vous dis une connerie, c'est une vraie action. Voilà, ce qui permet de, au choix, récupérer 2 de santé ou 2 de mana ou un de chaque. Et grâce au paladin, si sur le plateau il fait des zones consacrées, c'est une récupération gratuite pour les héros qui sont dedans. C'est un support. Le magicien, lui, c'est pas vraiment un support. Hein. On est sur du DPS en classe de personnage, c'est-à-dire qu'il est là pour infliger beaucoup de dégâts.
Paladin, on va être sur du support. Son équipement de départ, bah, la logique, hein, ça va être. Alors, pas la hache, pas la lance, voilà, l'épée rouillée. Un dé jaune. Un dé jaune et en attaque, ça lui autorise à faire une relance. Et avec lui, ou bien potion de soin, ou bien potion de mana. À voir par rapport à ses compétences qui se trouvent être paladin ici. 2, 4, 6, 8, 12 et un 13. Lien de vie 1. Ah, oh là, 2, 4 et un 5. Il a, pardon, 5 cartes du niveau 1. C'est balèze. Alors, on y va avec sa description. Les paladins sont des guerriers saints qui renforcent le groupe en sanctifiant des zones et en accordant des bénédictions. Ils se révèlent être des héros polyvalents, autant à l'aise en combattant de première ligne qu'en personnage de soutien. Prenez le tableau de bord du paladin et les 3 pions consécration. Ah, monsieur a des pions. Alors, les pions consécration, qu'est-ce que ça peut bien être? Ouais, ça vaut le coup, en fait, pour peu que le jeu sorte régulièrement. Voilà, ce sont ces jetons consécration. Pour peu que le jeu sorte régulièrement, ça vaut le coup de créer un rangement spécifique aux héros, avec leurs jetons, avec différentes choses dedans. Donc prenez le tableau de bord du paladin. Oui, les 3 pions consécration que vous posez dans les emplacements correspondants. C'est ça. C'est marqué derrière. Tableau de bord du paladin. Va sur le terrain, toi. Tiens, remplace ton pote Matrin. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Au début du round, vous pouvez bénir une compétence jusqu'à la fin du round. Retournez la carte. Pour 1 de mana. Placez un pion consécration dans une zone en ligne de vue qui ne contient pas d'autres pions consécration. Vous pouvez le retirer gratuitement à tout moment. Et après, on place vert, bleu, rouge. Et on va voir ce qui se passe. Alors, que vous posez dans les emplacements correspondants. Après avoir choisi une compétence de niveau 1, placez-la sous n'importe quelle colonne du tableau du paladin. Eh bien, ce sera. Alors, peut subir des blessures à la place d'un autre héros situé dans cette zone consacrée. Ouf, ça fait une condition où il faut être dans cette zone consacrée. Pour 1 de mana, déplacer un ennemi situé dans cette zone consacrée de 1. Là, on a une attaque avec relance. Sanctification répétée 1. 7 consécration affecte aussi une zone adjacente. Pas mal. Placer ce pion consécration à cheval, ça me plaît. Allez hop, on va maximiser les consécrations. Donc on est comme ça au démarrage. Et la carte, on peut la placer dans n'importe quelle colonne, hein. Utilisation. Les 3 pions disposent chacun d'une capacité initiale détaillée sur le tableau de bord. Donc capacité initiale ici. Chaque fois que le paladin reçoit une nouvelle compétence, il peut la placer sous l'une des colonnes consécration. Ces effets viennent s'ajouter à tout effet de consécration déjà présent. Le paladin peut avoir plusieurs compétences allouées à une même colonne. Ah bon? Ça pourrait être comme ça? Ah zut, là j'ai pris un niveau 2, ça va pas ça. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ah oui, d'accord, niveau 1, niveau 1, niveau 1, niveau 3, niveau 4, 5, 5, 5, 2. Ah oui, il n'y a pas 5 cartes. Allez, on va partir sur un déplacement d'ennemis.
Donc on pourrait aussi bien, quand je gagne une compétence, en mettre une ici, ou bien la mettre dans la même colonne. Après, pendant son tour, avant ou après une action, il peut dépenser 1 de mana pour placer un pion consécration dans n'importe quelle zone située dans sa ligne de vue. Crac. Et ça là. Ceci ne compte pas comme une action. Ah oui, ok, donc ça s'anticipe vachement. Et c'est gratuit. Les héros qui se tiennent dans la zone consacrée reçoivent tous les bénéfices des compétences associées à ce pion. Le bénéfice des compétences. Wow. Donc possibilité de déplacer un ennemi, mais il faut que le héros dépense 1 de mana. Une relance 2D en attaque. La vache. Une zone ne peut accueillir qu'un seul pion consécration à la fois. Le paladin peut retirer un pion consécration à tout moment gratuitement pour le remettre sur le tableau de bord du paladin. Au début de chaque round, le paladin peut également bénir une de ses compétences. Il retourne une de ses cartes afin d'en augmenter la puissance. Ah oui, d'accord, on a un côté clair, un côté ombre. Bah, lumière et ombre. Béni. C'est inscrit ici. Niveau 1 ou béni. Ok. Donc ça, c'est au début de chaque round. Une de ses compétences. Le paladin ne peut avoir qu'une seule compétence bénie à la fois. Les compétences bénies sont retournées sur leur face standard à la fin de chaque round. Ah ouais. Et pas plus. Voilà son principe de fonctionnement. Ça va mériter de s'y replonger au calme. Mais alors avec lui, en tant que support, c'est une seule zone consacrée par round. Pendant son tour, avant ou après une action, il peut dépenser 1 de mana. Ah non, d'accord, c'est tant qu'il possède de la mana, donc avec ses 4 de départ, avant ou après une action, bah, il peut dépenser donc il peut dépenser sa mana pour consacrer une zone. Donc s'il est à un embranchement là, en un tour, s'il a suffisamment de mana, allons-y, allons-y, les petits osios, il peut consacrer 3 zones en ligne de vue. Blam blam blam. Plus, au début de son tour, paf, une compétence bénie, histoire de renforcer une des zones consacrées. Waouh! Alors attention, là, rien qu'en 2 héros disponibles, ça me fait dire qu'à plusieurs joueurs, si vous avez dans votre groupe un joueur qui a tendance à vouloir réfléchir 15 plombes pour maximiser ses actions, là ça devient chiant. Après, le jeu s'y prête parce que je pense que si on fait n'importe quoi, on a vite fait de se retrouver coincé. Et on fait de la bouse. Mais les joueurs qui sont super calculatoires, je suis pas sûr que ce soit plaisant. Un peu de fun, bon Dieu de bon Dieu. Ok. Bah autant la mécanique sur le magicien reste sympa, mais ça déclenche pas en moi un élan de youpi. Autant celle sur le paladin est quand même assez sympa parce qu'il y a cette notion de prévision. Donc toi, ton équipement de départ, ça va être ça. Ton plateau comme ceci. Magicien, on a dit que c'était ça. Ouais, en rangement, ça va pas être évident pour laisser tout ça bien visible. Les cartes compétences, on est bon.
La carte épérouillée n'a plus lieu d'être. Et puis j'enlève sa carte de lui-même. Potion de soin, je peux la laisser puisque le prochain c'est le ou la berserker. Guetta, alors. Est-ce qu'on a un visuel un peu plus... Est-ce qu'on nous dit Guetta berserker, la figue urine? Je pense que ce sera la prochaine peinte. On a du TT ou pas? C'est pas évident à voir. Je dirais oui, moi. Mais je ne suis pas sûr. Alors, on va voir si dans le texte de sa description, on nous indique le genre. Alors, salut Guetta. On a 2 de mana seulement. Waouh, oh, d'accord. Mais 7 points de vie. En attaque, elle prend une blessure, mais elle inflige une blessure au défenseur. Pas mal. Et si elle est dans les ombres avec la face, elle gagne 3 points de vie et soin 3 uniquement sur elle. Ah, donc elle peut dépasser éventuellement son score. Je le prends comme ça. Je le prends bien. À voir après à la relecture. Ouais, c'est une dame, hein. Pour moi, ce sera une dame. Est-ce qu'ils ont fait un semblant de parité d'ailleurs? Tiens. Naya, dame. Ouais, ce serait ça. On aurait 3 monsieur, 3 mesdames. Bien, Baguetta, tu te mets ici. Je suppose que elle a la hache. Elle a la hache rudimentaire en objet de départ. Donc un dé orange. Bah voilà, ça commence à taper un peu plus fort parce que Paladin, c'était le dé jaune aussi, hein, un peu faiblard. Et là, par contre, Guetta, sur le terrain, c'est elle qui va taper un petit peu plus férocement. Qu'est-ce qui va manquer? L'armure de cuir ne change pas. Je pense que la potion de soin serait pas déconnante pour l'équipement de départ. Alors, on nous dit que les berserkers sont des combattants qui se laissent emporter par la rage, au mépris de leur propre sécurité. Alors, j'ai dû dire une connerie. Ça doit être un pion rage et non pas un pion point de vie. Bon, les pions rage ont quelle tronche? C'est une bonne question. Ah, attendez, je crois que ce sont pas des petits pions, mais ceux qui sont un peu plus gros, ou pas, ou pas. Bon, je vais les retrouver. Donc les dégâts les renforcent et plus ils subissent de blessures, plus ils sont redoutables. Les berserkers disposent de 3 postures différentes et peuvent passer de l'une à l'autre afin de bénéficier de divers avantages. Alors, les cartes du berserker 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un 13. Ah, je croyais que c'était que 12. Bon. En compétence, on a quoi? La charge, les représailles ou la fureur fatale. Intrépidité, provocation, rage sanguinaire. Par exemple, avec fureur fatale, si elle dépense 1 de rage, elle gagne plus 1 dé jaune. Allez, on prend ça. Ça, c'est une chose. Ah oui, mais couillon. Est-ce que nous n'aurions pas... Voilà. Ah ok, c'est ça son plateau. Son plateau. C'est-à-dire que on a une zone de cumulation de rage, maximum 7. Et si on dépense une rage, ça permet de changer de posture. La posture rage sanguinaire augmente sa puissance d'attaque. Rage sanguinaire, puissance d'attaque. Ça donne une relance.
tandis que la posture intrépidité lui confère une plus grande mobilité. Déplacement plus un point de mouvement. Ok. Enfin, la posture provocation châtie les ennemis qui s'en prennent à lui. La plupart des compétences du berserker améliorent les avantages qu'il reçoit d'une posture ou d'une autre. Améliore ses compétences. Et ben, c'est comme avec l'amulette du magicien où on va améliorer ses sorts de base. Donc mécaniquement, on devrait avoir quelque chose comme ça, hein. Mais ça, ils vont nous le dire. Tac, ça vient là. Et voici mon berserker Boosty qui débarque. Quelle heure il est là? 9h10, bah oui, bah c'est son heure, il a fait son petit tour. Allez, ramène tes poils ici, toi. Donc la mise en place, placez le tableau de bord du berserker à côté de celui de votre héros. Placez le pion posture. Placez le pion posture qui ressemble à une hache. Euh, Ah, mais j'ai plein de pions là, d'accord, ça doit être ça. Ah, c'est ça. Voici le pion posture du berserker. Donc, placez le pion posture avec laquelle vous souhaitez commencer la partie, en déplacement plus 1, très bien. Après avoir choisi une compétence, donc fureur fatale, ouais, placez-la sous la posture correspondante. Notez que certaines compétences peuvent être placées sous n'importe quelle posture. Ah pardon, placez-la sous la posture correspondante. Donc, rage sanguinaire. Voilà, c'est pas parce qu'on place notre jeton de rage. Pardon, c'est pas parce qu'on place notre jeton posture à un endroit que notre carte de compétence de départ va être au même endroit. Non, c'est en lien avec le nom de la posture. Oui, il y a des petites choses auxquelles il va falloir faire gaffe quand même. Et par contre, on a certaines compétences qui peuvent être placées n'importe où. Intrépidité, provocation. Alors, c'est pas le cas du niveau 1. Toute posture. Voilà, c'est bien indiqué. Toute posture, toute posture. Parfait. On s'y retrouve. Ensuite, l'utilisation. Chaque fois que le berserker subit des blessures, il peut déplacer le nombre de son choix de pions de santé perdus dans la réserve de rage du plateau. Donc, je perds des points de blessure, mettons 3 points de blessure, j'en déplace 3 dans ma rage disponible, dans ma réserve. Les pions santé placés dans cette réserve deviennent de la rage. La réserve peut contenir maximum 7 pions. Certaines capacités possèdent un coût exprimé en rage. Pour les déclencher, le berserker doit payer chaque coup séparément. Donc par exemple, si je veux utiliser la rage sanguinaire en faisant une attaque fureur fatale 1, je dépense un de rage et là ça me donne mon dé jaune. Et de base, on a dit que la hache me donnait le dé orange. Et si je suis dans les ombres, n'oublions pas toujours le fameux dé des ombres, le dé d'ombre. Ok. Ensuite, chaque posture commence avec une capacité que le berserker peut déclencher en payant 1. Capacité de base, ouais. Le berserker ne peut déclencher que des capacités et compétences liées à la posture qu'il utilise. D'accord. Donc, tout va se faire par colonne sur les utilisations. Pendant son tour, avant ou après une action, il peut changer de posture en payant un drage. Ah, c'est pas comme le paladin tout à l'heure qui peut consacrer une zone gratuitement, me semble-t-il, mais je commence peut-être à mélanger. Là, il faut payer un de rage pour
déplacer la posture pour le round à venir. Ah non, pendant le tour, d'accord. Pendant son tour, avant ou après une action. Ok. Note, certains effets de jeu permettent au berserker d'ajouter des pions dans sa réserve de rage sans avoir à subir de blessures. Dans un tel cas, prenez des pions de la réserve générale et placez-les dans celle de rage. Exemple. Alors, au début du tour de Guetta, sa réserve de rage contient 4 pions. Elle dépense un pion de sa réserve pour passer en posture intrépide. Donc de rage sanguinaire, elle passe en intrépide. Elle effectue ensuite une action de déplacement et dépense un autre pion rage pour gagner un point de mouvement. Elle se déplace d'un total de 3 zones pour rejoindre un groupe d'ennemis avant d'effectuer son action suivante. Elle dépense un troisième pion rage pour repasser en rage sanguinaire. Elle utilise ensuite une action d'attaque et dépense le quatrième et dernier pion de sa réserve pour déclencher Fureur fatale. Ah oui, 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 donc il y a des combos à faire qui vont être assez balèzes. D'accord, donc j'aurais tendance à dire que en personnage intéressant à jouer pour moi, je retiens Paladin Berserker jusqu'à présent. Et puis Matrin, le magicien, reste en troisième position, hein, mais le classement peut changer. Attention. Alors ensuite, bon, normalement, j'ai rien oublié, hein. On a le plateau, son jeton, la rage, en fait, les jetons, ça équivaut au point de vie, donc ça, c'est plutôt facile à se rappeler. Et qu'est-ce que je voulais de plus? Bah non, bah c'est bon. On va passer au roublard. On range ça. Berserker, berserker. Nickel. Toi, reste là, c'est pas grave. Non, je te dégage. Ok, très bien. Tu vas venir ici. On a dit roublard. Ah, Phédra. La petite Phédra. Ça, on enlève. La hache rudimentaire vire. Phédra, bah, je vais lui donner la fameuse dague, hein. Je pense que c'était le plus logique. Je lui laisse sa potion de soin. On parle de roublard et non pas rôdeur. J'aurais tendance à confondre les deux pendant un bon petit moment. Quand vous effectuez... Alors ça, c'est une carte spéciale peut-être. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Donc non, c'est 13 cartes comme ça. Et 2 cartes comme ça. Toc, toc. Entrée. Qui est-ce que quoi? Plateau. Ah non, pas plateau. Roublard, c'est ce sac-là. Bon. Bam, 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 bam. Alors, qu'est-ce qu'on va y foutre là-dedans? Les roublards sont des combattants rusés, dotés de différents outils au sens littéral du terme, qui leur confèrent un vaste éventail de bonus. Ils peuvent se montrer extrêmement redoutables, mais demeurent imprévisibles. Mise en place. Prenez les cartes effets du roublard et le sac d'outils de voleur, auquel vous ajoutez les 9 pions roublards de départ, reconnaissables à leur fond noir. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça que vous voulez? 6, 7, 8, 9. Ah bah non, mais ça va pas ça, j'en ai plein sur fond noir. Ah, sur fond noir, pardon, c'est quoi le beans?
Ah, d'accord. Ce serait ça, 1, 2, 3. Ça, c'est sur fond clair. Fond noir, j'aurais tendance à dire oui. Ah oui, il y en a un petit paquet. Ouais, donc je confirme, on a peut-être plutôt un point de mouvement, d'accord. On aurait deux comme ça. Je confirme, on a vraiment intérêt à bien séparer les différents jetons des uns des autres parce que sinon, ça va être un bins monumental. Ombre, ça, je sais pas ce que c'est. On est combien là? 2, 4, 6 et 1, 7. 7, 7. Allez, encore un effort. Les fonds noirs, ça, ouais. Poison. Alors, poison, c'était lié à son arme ou à une compétence, je sais plus. 2, 4, 6, 8 et un 9. Et je les retrouve là, hein. Là, hop là, reste là, toi. Le dessin, on a bien un fond noir et derrière, on a la croix. Je pense que c'est pour dire utiliser. Déplacement de maximum, puis attaque. Et B. Alors, c'est volontairement hein, que je n'ai pas trié à l'avance pour faire la continuité de la découverte, hein. C'est vraiment pour commencer à me mettre ça dans le non-œil et puis à m'habituer au visuel et aux manipulations. Ensuite, on a nos 9 jetons, donc on les place dans le bazar. Ouh là là, mais alors on fait pas ce qu'on veut? C'est ça que ça veut dire? Choisissez une compétence de niveau 1. Avec plaisir. Choisissez une compétence. Eh ben, j'aimais bien celle qui nous parlait du poison. Ah mais c'est la classe qui va posséder le plus de jetons alors. Sur cette carte-là, on a 2 jetons poison. Quand vous gagnez cette compétence, prenez les pions. Piochez un pion après cette action. Et en plus, on gagne le pion comme ça. Donc ça va chez le roublard. Ok. Et par contre, si on prend cette carte-là, on gagne les 2 jetons ombre. Ça veut dire que avec d'autres compétences. Ah la vache! On a ça aussi avec cette carte-là. Encore le poison. D'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est elle qui monopolise tous les jetons en fait. Tranquille. Ouais, parce que là il en reste comme ça 2 poisons, 2 ombres et un truc bizarre. Bon, ok. Je vais les mettre de côté. Après, donc choisissez une compétence. Placez les pions roublards correspondants dans le sac. Ah, dans le sac? Ah ouais? C'est bien ça, hein? Oui? Choisissez une compétence de niveau 1. Placez les pions roublards correspondants dans le sac. Laissez les autres pions roublards à proximité. Ils pourront être ajoutés au sac d'outils de voleur plus tard en fonction des compétences choisies. Donc, tout ça, c'est pour Mademoiselle, Mademoiselle Fedra. Alors d'ailleurs, j'appelle à la barre Mademoiselle Fedra. Elle n'a que 3 en mana, 5 points de vie, ce qui est correct. En combat, si elle dépense un mana, ça lui donne une relance. Et dans les ombres, elle pioche un pion roublard. Ah! Et ben voilà. Ah oui, c'est super aléatoire alors. Mais. Par exemple, j'attaque. Je fais la face sur le dé des ombres. Je prends ça. Poison. Ok, j'en prends un autre.
plus un truc. Ah, plus un des jaunes. J'avais pas capté. De toute façon, je suppose que ça va être expliqué à la page suivante. Pop, 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 utilisation. Les actions du roublard sont liées au pion roublard. Le nombre d'actions dont il dispose est fonction du nombre de pions piochés. Au début de chaque round, piochez 3 pions du sac outil de voleur et placez-les sur la table face visible. 1, 2, 3. Chaque fois qu'il effectue une action, le roublard doit choisir un pion qu'il retourne sur sa face utilisée. Les pions rouges sont liés aux actions d'attaque. Ah, rouge, ouais, d'accord. Les bleus aux actions de déplacement. Et les verts à toutes les actions. Si le pion correspond à l'action effectuée, le roublard reçoit un bonus pour cette action, comme un point de mouvement lors d'un déplacement ou un dé supplémentaire pour une action d'attaque. Si le pion ne correspond pas à l'action effectuée, cette dernière se déroule normalement, mais sans le bonus du pion. Si le roublard pioche d'autres pions pendant son tour, il peut continuer à effectuer des actions jusqu'à ce que tous les pions aient été retournés. Oh purée! À la fin du tour, les pions non utilisés sont retournés sur la face utilisée. Si le roublard perd une action, il doit retourner un pion non utilisé sur sa face utilisée. Bah oui, ça symbolise la perte de son action. Par contre, s'il gagne une action par d'autres moyens, il peut l'effectuer sans avoir à retourner de pion. Note, dans une partie en solitaire, chaque round, le roublard pioche 4 pions du sac au lieu de 3. C'est assez balèze par contre de voir à quel point ils se sont creusés les méninges pour offrir un gameplay aussi différent d'un personnage à l'autre. Là je dis bravo, vraiment bravo. Alors c'est pas fini avec Roublard, à la fin du tour. Mettez tous les pions retournés de côté dans une pile de défausse. Ah pardon, nos 3 jetons utilisés, ou plus, 1, 2, 3, on les met de côté. Mais on en a d'autres à dispo. Si le roublard doit piocher des pions dans le sac et qu'il n'en contient pas suffisamment, piochez ce qui reste, puis remettez les pions défaussés dans le sac et on continue de piocher. D'accord, on recrée l'intégralité. Dans le cas extrêmement rare où le sac est vide et qu'il n'y a aucun pion dans la défausse, ne piochez pas. C'est pas bon signe ça. Les pions poison, ceux-ci là, qui sont liés à décoction mortelle 1. Quand un pion poison est utilisé pour effectuer une attaque, placez-le à côté de l'ennemi ciblé. Bim. Au début de chacune de ces activations, l'ennemi subit les effets du poison détaillés sur les cartes compétences du roublard, ici. Donc, subir 2 blessures. Lorsque l'ennemi empoisonné est tué, remettez le pion poison dans le sac. Un ennemi ne peut avoir qu'un seul pion poison à la fois. Ok. Quant au pion ombre, oui, là on peut avoir une pioche de pion ombre. Lorsqu'il est utilisé pour effectuer une attaque, le roublard est considéré comme étant dans l'ombre pour cette action, même s'il se trouve dans une zone lumineuse. Ah mais c'est super balèze, parce que ça veut dire que je fais une attaque, je consomme mon pion ombre, je passe dans l'ombre dans cette zone lumineuse, donc j'ai le droit de prendre le dé d'ombre. Ah oui. Alors après, on a un exemple. Au début d'un nouveau round, Fedra pioche 3 pions roublards de son sac d'outils de voleur et obtient plus 1 point de mouvement, plus un dé jaune, plus 1 point de mouvement.
Elle choisit d'effectuer une action de déplacement et retourne l'un de ses pions plus 1 PM afin de bénéficier de 3 points de mouvement au lieu de 2 pour cette action. Elle choisit ensuite d'effectuer une action d'attaque et retourne le pion qui lui donne plus 1 des jaunes pour cette attaque. Elle lance les dés normaux pour cette attaque plus 1 des jaunes supplémentaires octroyés par son pion. Pour sa troisième action, Phaedra décide d'attaquer de nouveau, même si elle ne reçoit aucun avantage du pion roublard. Étant donné que celui-ci n'est pas lié à une action d'attaque, elle doit cependant retourner le pion afin d'effectuer son attaque. Excellent. Je suis pas en train de bugger ou de faire un AVC, hein. Je suis toujours là, c'est juste que je, je me projette vachement bien sur, encore une fois, ce perso-là. Donc initialement, quand on met en place tous les jetons ombre, ah mais il y en a d'autres là, a priori, piocher un pion après cette action. Bah oui, ils ont tous le même format, donc tout ça c'est lié au roublard. Ouais, ça en fait quand même un sacré paquet. Donc je fais une action, je retourne, je fais une action, je retourne. Si mon pion retourné est lié à l'action concernée, j'applique l'effet du jeton. Si ça n'est pas le cas, je fais mon action normalement, mais sans bénéfice du jeton. Excellent. Je suis au regret de vous dire que c'est vraiment excellent. Et alors ça m'amène à quoi ça? On classe. Allez, on classe. Ah la vache, c'est dur. C'est dur parce que Miss Phaedra, je la mettrais bien au même niveau que Monsieur Paladin, quoi. Bon, après, ça peut être changeant à l'utilisation, mais là, les trois, c'est vraiment cool. Ah, après, regardez-moi ça, la saloperie de chaman qui, mais ça devrait même pas exister, ça. Ah, je maintiens que je trouve la création de ce personnage-là ignoble, mais c'est propre à moi-même, hein. N'y voyez pas d'attaque personnelle, messieurs les concepteurs. Je déteste ce personnage de chaman. Alors autant la classe en elle-même de chaman, j'aime bien, mais je suis allergique à ça. Pourtant, je suis pas phobique sur les insectes, hein. C'est vraiment, c'est vraiment bizarre, mais non, je la jouerai pas. Alors si tu la joues pas, est-ce que ça veut dire que tu ne regardes même pas sa classe, Friedrich? T'es con à ce point-là? Il y a moyen, hein. Il y a moyen, il y a moyen. Bon, allez, on va lui jeter un petit coup d'œil par respect quand même vis-à-vis des créateurs. Bon, ben, Irk, chaman. Je vous avais dit, je crois, lors d'une vidéo précédente que j'avais commencé à la peindre. Et puis, je m'étais dit, mais non, perds pas de temps avec ça. Si ça se trouve, ce sera la perso qui sera jamais peinte, peut-être. Parce que même en animation, à la limite, je suis pas obligé de la présenter, hein. Je veux pas l'avoir traînée sur le terrain. C'est pas compliqué. Donc je la zappe. Terminé. Alors viens là pour l'instant. On va passer rapidement. Au début du tour. Alors non. On y va dans l'ordre. 3 points de mana. Ok. 4 points de vie. Ce qui la rend moyenne. Je repense à une chose. Dans les classifications, j'avais dit que Paladin c'était du DPS. Berserker, ça va être un tank. DPS pour Roublard. Et puis Shaman, je la verrai comme soutien peut-être. Au début du tour, augmenter n'importe quel élément de 1. D'accord, elle joue avec les éléments. Oui, c'est normal, ça cadre avec la classe de chaman. Et lorsqu'elle est dans l'ombre, si elle obtient ce symbole, donc toujours qu'une chance sur 6, hein, elle peut augmenter n'importe quel élément à son maximum. Ah, ça me fait penser tableau des éléments qu'on avait
À Gloomhaven. Tac, tac, tac. Ouais, bon, on va voir les dénominations. Mécaniquement, c'est vrai que ça peut être sympa. Viens ici, toi. Alors, en visuel, on voit qu'elle a une épée dans la main, ce qui est assez bizarre parce que qu'est-ce qui était disponible? Un ocarina magique. Ouais, allez. On va lui donner ça. Bon, je suis pas. Vous voyez, je le fais juste comme ça, hein. Ses compétences de. On parle de qui là? De chaman? Chaman. Alors, on va voir si on retrouve bien les deux esprits, mais la logique va vouloir que oui. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un 13, plus une carte sort de base. Ça nous dit quoi, sa mise en place? La chamane est en harmonie avec la nature. Plus il est lié à l'un des éléments de base, plus il est apte à en exploiter le potentiel. Mise en place, prenez la carte effet. Prenez la carte effet du chaman. What? On nous montre la carte effet. Un zut. Vous voyez, déjà, ça commence mal. Elle m'emmerde, la petite Irk. En même temps, j'y mets pas beaucoup du mien, hein. Compétences, 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 compétences. Compétences, c'est ça, effet? Non, compétences de départ. Esprit. Ah ah! Il n'y a pas de visuel. Prenez la carte effet du chaman, le tableau de bord des éléments ainsi que les 4 marqueurs éléments que vous placez dans leur emplacement de départ respectif au bas du tableau. D'accord, ça y est, on a fait le tour de tous les jetons dispo ronds. Enfin, de tout ce qui restait. Et comme ça. Tac. Le tableau de bord, il est là, oui. Les marqueurs, j'ai. Mais alors, la carte est faite. Il y a peut-être une carte que je n'ai pas bien classée, que j'ai attribuée à quelqu'un d'autre. Bon, on verra. Ou alors, si je reprends les éléments présentation du jeu, 13 cartes chaman. Certes. Carte de référence des esprits. Carte effet du chaman. Fois une. Ah bah si, c'est ça. Sort de base. Compétence de départ. Ah oui, c'est qu'il y a une mauvaise traduction. Mais vous voyez dans la doc, là, en présentation du matériel, on a le visuel de la carte effet du chaman. C'est donc cette carte-là. Ben voilà. Alors après, on enquille. Chaque fois que le chaman doit gagner du mana, il peut à la place augmenter la piste d'un élément de son choix, de 1 pour chaque mana qu'il devrait gagner. Notez que le chaman ne peut pas dépenser de mana de sa propre réserve pour augmenter la piste. On a les marqueurs d'éléments face visible côté clair et face cachée côté sombre. D'accord. Les éléments sont dépensés pour déclencher les capacités du chaman. En faisant descendre le marqueur élément correspondant du nombre requis sur la piste. C'est lié à ses compétences. À la mise en place, on lui en choisit une, je suppose. Vague de soins, avalanche, tempête de feu. Allez, on part sur la tempête de feu. Ah oui, alors, chaman polyvalent, entre support de soins ou d'attaque. Au niveau 1, ok. Donc là, ça voudrait dire qu'il faudrait que je dépense 2 feux et 1 vent
pour lancer un dé orange supplémentaire et infliger à chaque ennemi à portée un nombre de blessures égal aux touches obtenues plus une par jeton feu sur la cible, maximum 3. Ouais, ça a l'air balèze. Donc quand un élément atteint la case maximum de la piste, le chaman peut dépenser la totalité de cet élément pour gagner la capacité passive indiquée en haut du tableau, en haut de la colonne. J'arrive au max pour le feu, je dépense tout, je jette plus un dé. J'arrive au max avec le froid, je dépense tout, je déplace le défenseur de une zone. Avec le vent au maximum, je me déplace d'un point de mouvement supplémentaire. Et si avec la nature, je dépense tout, l'esprit du givre ou l'esprit du feu, les esprits ont +1 en santé. Ah, les esprits. Alors, on a effectivement nos fameuses cartes esprits sur leur face 1 avec 3 de santé. Ah, c'est dommage. Ça symbolise sur le terrain, sur le plateau, les esprits du feu et du givre. On n'a pas de figurine. Alors, socle transparent positionné comme ça, c'est déjà mieux. Ou alors, parmi les figurines que l'on peut avoir d'avance, on remplace le jeton par quelque chose de sympa. J'imagine que dans les stretch gold, on avait les figurines de chacun d'eux. D'accord, d'accord. Alors justement, les pions esprit feu givre sont alliés que le chaman peut invoquer grâce aux cartes de compétences relatives aux esprits. Vague de soins ou avalanche. Ah, elle gagne pas ça au niveau 1 par contre. Voilà. Esprit du givre au niveau 1. Placez l'esprit du givre 1 dans votre zone. Mais ça veut dire qu'il faut dépenser 2 givres et 2 natures. Waouh. Après, ça peut monter vite, hein. Ok, chacun possède ses propres caractéristiques détaillées sur sa carte. Le chaman peut contrôler un esprit de chaque type dans le donjon. Les esprits dans le donjon sont considérés comme des héros lorsqu'il s'agit de cibler une figurine, mais ils ne comptent pas en tant que tels pour le nombre de séides dans les bandes. Ah oui. Pendant le tour du chaman, il peut activer chaque esprit une fois gratuitement. Il l'invoque, il l'utilise une fois gratuitement. Ok. Et il peut les activer de nouveau en dépensant des actions. Lorsqu'il est activé, un esprit peut effectuer des actions de déplacement ou d'attaque. En déplacement, il dispose de 2 points de mouvement comme n'importe quel héros, mais ne peuvent pas interagir, ouvrir des portes, récupérer, transporter des objets. C'est du bonus, plus. Il ne lance pas non plus le dé d'ombre. Ok. Chaque fois qu'un esprit tue un ennemi, le chaman gagne l'expérience associée. Logique. Pour attaquer ou défendre, reportez-vous aux informations de la carte de l'esprit. Quand l'esprit de feu ou givre est tué, le chaman reprend le pion. Il peut être invoqué de nouveau en payant son coût. Oui, oui, certes, mécaniquement, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bah, encore une fois, c'est très très différencié par rapport aux 4 autres héros, donc c'est cool. Dégage. Ah, je peux pas m'en empêcher, hein. C'est fou ça. Allez, Totote. Je le dis, je le répète, elle est en dernière position. Nous reste le rôdeur. Oh, marrant ça. Très peu de texte pour sa mécanique à lui. Alors, Naya. Naya ou Nayas, on prononce un peu comme on veut. Moi, ce sera Nayas.
Ça fait plus masculin peut-être. Il est là. C'est bien d'avoir fait un centaure. C'est très rare qu'on ait ce genre de créature en héros. Et balèze en plus. Qu'est-ce qu'il a? Seulement 2 en mana, très très faible. 5 points de vie, c'est dans la moyenne, c'est un rôdeur. Lui, en permanence, il a plus 1 point de mouvement. C'est normal, il va très vite. Et dans les ombres, au déclenchement, il pioche et défausse une carte flèche. Appliquer son effet Schmeul. Il y a un effet Schmeul sur les cartes. En parlant de cartes, on est sur le rôdeur. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un 13. D'accord. Compétences à choisir. Je vire la carte équipement de départ pour lui mettre l'arc court. Ah, ça c'est pas mal. Il peut s'en servir en étant sur sa zone ou comme attaque à distance. Les rôdeurs sont des combattants spécialisés dans l'art d'abattre les ennemis de loin avec précision et ingéniosité. Ces adeptes de la survie se révèlent mortels avec des armes à distance et emplissent de terreur le cœur des agents des ténèbres. Ils évaluent soigneusement la part de chance dans chacun de leurs tirs. Mise en place, ah oui, les cartes flèches. Prenez les 14 cartes flèches, mélangez-les, placez-les face cachée pour créer un paquet à côté de votre tableau de bord. Choisissez une compétence de niveau 1 que vous placez à proximité. Donc, ah ouais, c'est celui qui prend le moins de place en fait. Compétences. Flèche de feu, volet de flèche ou flèche perforante. Oh, c'est pas mal ça. Toutes les 3 flèches révélées, le défenseur a -1 en défense. Ah oui, on est sur de la perforation. Volet de flèche. Attaque à distance coûte 1 point de mana. Chaque autre ennemi en ligne de vue subit une blessure. Ouah, c'est cool. Ça peut être super pratique pour éliminer des ennemis qui sont déjà très blessés. Et flèche de feu. Ah tiens, l'effet Schmeul là. Pourquoi je parlais de l'effet Schmeul tout à l'heure? C'était avec ça. Appliquer l'effet Trucmuche. Donc si j'attaque dans l'ombre, bim, j'ai le symbole. Je pioche une carte flèche et je la défausse. Je la pioche et je la défausse, ouais d'accord. Et j'applique son effet. Ah. Ah oui, pardon. Chaque carte flèche a son propre effet. Ok. Eh bien oui, donc je disais que ce serait celle-ci par exemple. La perforation. Compétence qui irait ici. On en était où? Choisissez une compétence de niveau 1, d'accord. Utilisation. Le paquet flèche du rôdeur représente son sens de la précision et de la synchronisation. Chaque fois qu'il effectue une attaque à distance, donc uniquement à distance, hein, il révèle des cartes de son paquet flèche une par une en les alignant. Ah ouais, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter ou que cette flèche ou plus soit visible sur les cartes révélées. Je fais une attaque à distance. Je révèle des cartes, une par une, jusqu'à ce que j'arrête ou que j'ai plus de cette flèche. D'accord. Alors, après s'être arrêté, par exemple, j'arrête. Ouh là là, j'arrête. Prise de risque. 0. J'ai 2 flèches, je m'arrête là. Si j'ai moins de cette flèche, c'est un tir rapide. Ouais. Le rôdeur décide d'arrêter, de révéler des cartes et applique l'effet central beige. De toutes les cartes révélées. Ah oui, d'accord. De toutes les cartes révélées.
Ah, mais ça veut dire que je jette quand même le dé. Et là, l'effet, ce serait je jette, ça me plaît pas parce qu'il n'y a qu'une touche. Je dépense, hop là, un point de mana, je relance. Ah, je peux relancer 2 fois. Zut, caca. Et ça pour toutes les cartes révélées. Ouais, bah c'est pareil, c'est balèze comme mécanique parce que on reprend, crac, je fais une attaque. Première carte, 2 flèches, une flèche, je continue. Là, je dis j'arrête. 2, 3, 4, 5. Ah ouais, d'accord, on est toujours dans un tir rapide. Et j'applique l'effet central de toutes les cartes révélées. Ici, oh putain, mais c'est stylé ça. Là, je suis obligé de dépenser de la mana, ce qui me permet de relancer. Là, je regagne de la mana. Là, je peux dépenser un point de mana pour enlever 2 de défense. Tout ça en étant à 5 sur 7. Ok. Après, je peux faire une surtension. Plus de 7. Oh là là, j'ai même pas plus de 7 là. 2, 4, 6. Je continue. Zut, j'ai plus de 7. Je passe en surchauffe. Surtension. Le rôdeur a mis trop de temps ou a poussé sa chance trop loin. Il doit appliquer l'effet casse dans le cadre rouge de toutes les cartes. Ah oui, ça pue duc. Ah, de toutes les cartes, même celles supplémentaires. Oh purée, ouais, d'accord. Donc par exemple, là, je subis un dégât. Là, il se passe rien. Pourquoi? On ne sait pas. Tant mieux. Là, je subis une griffure. Bon, à revoir, hein, mais il me semble que ça va être des choses comme ça, hein. Là, je subis rien, et là, bim, je resubis une blessure. Waouh! C'est cool comme mécanique, mais je vais être super prudent, moi, hein. Par contre, si on révèle et que l'on a 2, 4, 6 et un 7 pile poil, dans le 1000, le ranger touche l'endroit visé avec une précision mortelle. Appliquez l'effet dans le 1000, dans le cadre blanc de toutes les cartes révélées. Là, on aurait 2 relances, plus 2 en mana, moins 2 en défense, moins 2 en défense. Ah oui, c'est pas mal. Mais alors, statistiquement, même si je suis une brêle en calcul de stats, ah ouais, il y a du 3 quand même. Oh putride, il y a du 4. Il y a beaucoup plus de 2, très peu de 1. Il y a 3, 1. On doit être à 6, 2. 2, 4, 6, c'est ça. En 3, on en a quand même 4. Et un big en 4. D'accord, 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 d'accord. Donc le 7, en jouant le pousse ta chance, le 7 est facilement, alors atteignable, pas forcément, mais facilement dépassable, oui, carrément. Ouais, ça, ce sera slivé parce que à mélanger, ça va être chiant. Autant les cartes compétences, pas besoin de les sliver, hein. Un coup de sleeve, si possible, sur les cartes, trésor. Et bah, ça va être guère tout en fait, mais pour mélanger, oui, ce sera mieux comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Une fois l'attaque résolue, défaussez toutes les cartes flèches révélées. Lorsque le paquet est vide, mélangez les cartes défaussées pour en former un nouveau. À la fin de son tour, le rôdeur doit mélanger toutes ces flèches défaussées dans leur paquet. Quoi? Ah d'accord. C'est une manipulation spécifique. À la fin de son tour, il doit les mélanger.
Ça, c'est un coup à être oublié. Ça veut dire que en termes de mémo, non seulement va y avoir un mémo sur les règles elles-mêmes, mais aussi un mémo pour chaque point spécifique des héros. Alors, sur notre Nayas. Sur notre Nayas, j'aurais tendance à le positionner en 4e. Ouais, c'est ça, en 4. Donc en 1, on a. Ah, j'hésite, hein. Paladin ou Roublard, vraiment, ils sont kiff-kiff. Bah, de toute façon, au visuel, je partais là-dessus. C'est pour ça que j'avais peint le Paladin et que la Roublarde était déjà peinte, hein. Je vous rappelle que c'est une boîte d'occasion que j'ai achetée. On va placer comme ça, nos amis. Voilà ma préférence. Paladin et Roublarde kiff-kiff. Berserker. On a dit que lui, c'était le rôdeur. Et puis enfin, magicien. Ah, c'est marrant, je croyais avoir 6 héros dans la boîte de base. C'est bizarre, hein. Et puis après, bah, je vous rappelle aussi que j'ai investi dans la boîte à recevoir moine et nécromancien. Alors, Madame Von Moriarty est une dingue des nécromanciens. Moi, je l'ai plus pris pour le moine, mais il y a des chances que moine et nécromancien passent quand même avant magicien et rôdeur. Il devrait être en bonne place. Ce qui au total me fera un pool de 2, 4, 5, 6, 7 héros. Ça me paraît assez sympa pour du gameplay renouvelable. Eh bien, ça veut dire quoi? Il nous reste un tout petit paragraphe gagner ou perdre. Pour gagner la partie, les joueurs doivent remplir tous les objectifs de la quête. Lorsque les conditions de victoire sont atteintes, la partie se termine immédiatement sur une victoire des joueurs. Ils perdent s'ils remplissent une condition de défaite ou s'ils n'ont plus de pions porteurs de vie. Ah oui, c'est important ça, les gros jetons bleus porteurs de vie, au moment où ils devraient en dépenser un. Et après, dans les règles, on attaque avec les quêtes elles-mêmes. Et les quêtes, il faudra que je vois si ce sont les mêmes que dans la boîte Heavenfall, la boîte qui permet de jouer en campagne, ou si ce sont des quêtes originales. Bien, allez, on stoppe ici. Bah, c'était la dernière vidéo de découverte de Massive Darkness DOS. Et je reste sur quelque chose d'extrêmement positif qui me plaît beaucoup. Ça va être à la fois sympa à jouer solo, à la fois à jouer avec des potes, histoire de changer un petit peu. Et puis surtout en animation, il y a matière à faire des trucs super cool, surtout avec les éléments de décor 3D. Je ne sais pas si vous les aviez aperçus lorsque j'avais fait le démarrage des quêtes avec Dungeon Saga l'année dernière, mais j'ai des éléments de décor sol plus mur qui vont aller, mais alors à merveille avec les tuiles de Massive Darkness là. Ça va être génial. Donc, il a matière à rester un sacré moment dans la ludothèque, lui. Très très emballé, vraiment excellent. La suite, un bref check sur la suite. Bah, je vais pas tarder à pouvoir me lancer sur Core Space Firstborn, démarrer la campagne, au moins faire une première partie d'initiation pour me mettre en tête tout le bazar, parce que va y avoir du lourd quand même, hein. Il y a quelques heures à y passer en gameplay. Et puis je continuerai de finir la peinture des figurines Massive Darkness, des 2 autres boîtes supplémentaires, des héros à venir, de me faire le mémo. Bref, on va pas y jouer avant quelques semaines quand même, je pense. Voilà.
Bah, j'espère que cette série de vidéos découvertes vous a plu. Alors je sais, j'arrive en retard hein, par rapport à la date de sortie et au nombre de vidéos qui ont été effectuées sur le jeu déjà, mais au moins c'est une méthode que j'aime beaucoup faire. Je m'ennuie moins en fait à le partager en vidéo plutôt que de découvrir un jeu comme ça tout seul dans mon coin. Mais je reprécise que je ne le fais qu'avec des jeux qui n'ont pas beaucoup de règles. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avec Firstborn par exemple. Voilà, vous savez tout. On se dit à la prochaine. Bande de héros, salute, salute.